Dominique Lormier est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, vous êtes l'auteur du livre Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. C'est aux éditions du Rocher. Alors vous suivez bien entendu tout au long de la journée ces commémorations des 75 ans du débarquement de Normandie. On vient de le dire, Donald Trump et Emmanuel Macron, il faut le dire malgré les différends, ont vraiment loué l'amitié entre les États-Unis et la France. Pourtant, Pierre Marlet, envoyé spécial de la RTBF, notre partenaire belge en Normandie, nous le disait tout à l'heure, il fallait bien écouter les discours. C'est pas tout à fait la même tonalité. Que vous inspirent ces relations entre ces deux alliés 75 ans après, d'un côté multilatéralisme, de l'autre plutôt le souverainisme? Très bien, vous les avez très bien résumés. Il y a d'un côté le discours d'Emmanuel Macron qui est un discours d'ouverture, ouvert au monde universel, et de l'autre côté le discours un petit peu impérialiste de l'Amérique number one, et également d'une certaine forme de nationalisme à travers le discours de Donald Trump. Mais néanmoins, ils se sont quand même retrouvés sur des choses essentielles, à savoir le rôle important joué par les Alliés dans la libération de la France. Ça veut dire quoi quand Emmanuel Macron dit l'Amérique n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle se bat pour défendre les autres? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Donald Trump, qui s'est désengagé notamment du Moyen-Orient, il n'engagerait pas les troupes américaines si des menaces venaient peser sur des alliés historiques? Alors ça, j'en sais rien. Je pense qu'il serait quand même... Disons qu'il a toujours un double langage, Donald Trump. Il est un petit peu dans la provocation et par la suite, il est rattrapé, je dirais, par son entourage politique qui rectifie, je dirais, ses erreurs de tir et qui ensuite, finalement, un discours beaucoup plus souple et avec des engagements nettement moins durs, je dirais. Alors dans votre ouvrage, Dominique Lormier, ouvrage captivant, vous balayez beaucoup de clichés. Le débarquement et la bataille de Normandie dont on parle aujourd'hui sont avant tout, selon vous, enfin pas selon vous, mais selon beaucoup, une victoire américaine. Vous dites pas vraiment pourquoi est-ce un cliché? C'est un cliché parce que c'était une victoire des Alliés. Il faut savoir que les troupes qui débarquent le 6 juin 1944 sont composées à 60% de Britanniques, de Canadiens et quelques Français libres, et à 40% de troupes américaines. Ouais. Voilà, donc la majorité des troupes qui vont débarquer en Normandie sont des troupes britanniques et canadiennes principalement, d'autant plus qu'ils sont installés sur trois plages, alors que les troupes américaines vont être installées sur 2 plages. Pourquoi, dans l'imaginaire collectif, c'est une victoire américaine? Parce qu'après, il y a eu justement peut-être toute la culture américaine qui est arrivée, notamment en Normandie. On sait qu'il y a eu beaucoup de festivités, de bals, d'encens. La culture américaine est arrivée aussi. Il y a la culture américaine qui est arrivée, et puis il y a eu surtout le poids énorme d'Hollywood, le cinéma d'Hollywood, qui a mis en avant à travers le soldat Ryan le mythe qu'il y avait pratiquement que les Américains comme sauveurs. On ne voit d'ailleurs dans ce film que les soldats américains, alors que le film plus ancien, le jour le plus long, là on voit tous les soldats alliés aussi bien, et également aussi le rôle important de la résistance française. Alors donc sur cette bataille de Normandie, attention donc à ces vérités un peu trop faciles. On évoquait tout à l'heure aussi la bataille de Provence, le débarquement de Provence, 15 août 1944. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Pourquoi est-ce que c'est pas forcément connu? Alors c'est moins connu parce que le débarquement de Normandie, justement du fait de la puissance du cinéma américain, a mis en avant ce débarquement, et on oublie généralement le débarquement de Provence qui a été composé à 60% de troupes françaises et notamment des combattants de l'armée d'Afrique avec les fameux tirailleurs africains, marocains, algériens, tunisiens, les pieds noirs également qui étaient très nombreux. Et donc c'est, je dirais, une armée française qui a joué un rôle décisif puisqu'elle a pris les 2 ports stratégiques de Toulon et de Marseille qui ont permis ensuite de ravitailler toutes les troupes alliées durant plusieurs mois. Donc ça a joué un rôle extrêmement important et en plus un rôle de tenaille puisqu'ensuite les troupes alliées qui avaient débarqué en Normandie ont tendu la main à celles qui avaient débarqué en Provence. Alors vous dites tendu la main à celles qui étaient en Provence, mais il y a aussi une version des historiens qui disent que les Américains avaient pour dessein d'occuper la France et que le général de Gaulle a su être très réactif et qu'il a évité cela. Qu'en est-il? Tout à fait, c'est ce qu'on appelait le Land God, c'est-à-dire Roosevelt voulait placer la France sous administration anglo-américaine, il était très hostile au général de Gaulle, et c'est justement toute l'habileté du général de Gaulle qui a permis de mettre fin à cette tentative où les Américains voulaient considérer la France comme un territoire occupé au même titre que l'Allemagne, alors que les Français avaient joué quand même un rôle important dans le déroulement des opérations de la libération de la France, mais même avant, également en Italie, avec également le fameux corps expéditionnaire composé notamment de troupes africaines, et également durant la campagne de Tunisie, avec les Français libres aussi à Bir Hakeim, etc. Donc la France méritait tout à fait sa place aux côtés des Alliés au moment de l'acte de capitulation de l'Allemagne à Berlin en 1945. Oui. Alors Vladimir Poutine, le président de la Russie, n'est pas invité à ces commémorations. Il est plutôt depuis hier avec le président chinois Xi Jinping. Il se tourne, semble-t-il, vers l'Asie. Diriez-vous que
le rôle de l'Union soviétique à l'époque est minoré dans la victoire contre le nazisme. Tout à fait, là ça a été un petit peu injuste parce qu'il faut savoir que sur les 5 500 000 soldats allemands tombés durant la Seconde Guerre mondiale, 4 millions sont tombés contre l'armée soviétique et 1 500 000 contre les alliés occidentaux, c'est-à-dire américains, britanniques, français et autres non soviétiques. Donc on peut dire que l'apport de l'armée soviétique a été extrêmement important dans la victoire des alliés. Combien de pertes côté soviétique? Et les soviétiques ont eu un peu plus de 9 millions de tués et les Américains 400 000. Qui a libéré les camps? Ça a été principalement les troupes soviétiques à l'Est, mais il y a eu quelques camps qui ont été libérés par les Américains également. Et donc, on peut dire que la grande partie des camps qui ont été libérés étaient surtout en Pologne, etc. Et dans l'Allemagne de l'Est, ça a été les troupes soviétiques. Alors, pour être complet, disons que la France déclare que si elle n'a pas invité Vladimir Poutine, c'est parce que ce sont les premiers ministres, on le disait tout à l'heure, qui mènent en ce moment même les cérémonies. Édouard Philippe notamment, Justin Trudeau pour le Canada. Et pourtant, il n'y a pas Dimitri Medvedev, le Premier ministre de la Russie. Voilà qui est dit. Alors, la France et ses alliés pouvaient gagner la guerre en 1940. Alors ça, on entend aussi souvent cela. D'ailleurs, il y a même une expression qui dit on s'en fiche comme de l'an 40 et de cette défaite. Pourquoi est-ce faux, selon vous, de dire que les alliés auraient pu l'emporter 4 ans avant les Français avaient 3 années de retard par rapport à l'Allemagne, non seulement au niveau technique de l'armement, mais également au niveau tactique et stratégique. C'est-à-dire, on était encore dans une conception d'une guerre un peu qui remontait à 1918, alors que les Allemands avaient tiré les leçons de la défaite de 1918 et ils avaient constitué des corps blindés qui étaient extrêmement efficaces, alors que nous, on avait dispersé nos unités blindées. On avait quelques divisions blindées, mais qui ont été mal employées et qui étaient en plus mal équipées. Et il faut savoir que les 3/4 des chars français étaient inaptes à la lutte anti-chars et étaient en plus dépourvus de moyens radio. Donc vous imaginez de vouloir faire manœuvrer des chars suite à une offensive allemande, alors qu'ils ne peuvent pas correspondre entre eux par moyens radio. Ils doivent utiliser des fanions en plein champ de bataille. Alors parmi les autres idées reçues, en tout cas ce qu'on entend parfois, il y a eu d'ailleurs une polémique en France récemment à la télévision sur le rôle du Parti communiste français, en tout cas sur le rôle réel du Parti communiste français qui a beaucoup résisté, et c'est un fait, et qui a joué un rôle dans la défaite des nazis en France. C'est cette question de dire que la résistance française, au fond, elle est surestimée dans les livres d'histoire et qu'elle n'a pas été efficace, qu'elle a été inefficace. Oui, alors disons que l'histoire de la résistance française a traversé 2 périodes, et même 3. Et il y a eu la première période de l'après-45 où on avait une vision d'apologie béate de l'histoire de la résistance, où on a voulu nous faire croire qu'il n'y avait eu que des résistants en France. Oui. Ensuite, il y a eu la période 68arde, c'est-à-dire contestataire vis-à-vis du pouvoir gaulliste, qui a voulu nous faire croire qu'il n'y avait eu que des collabos en France. Et aujourd'hui, nous sommes dans une vision plus recentrée que l'on voit à travers mon livre, où finalement le rôle de la résistance a été extrêmement important. Je rappelle quand même 2 chiffres. Sur 400 000 collabos en France, représentant à peu près 10% de la population, il y a eu quand même 1 425 000 Français qui ont été engagés soit dans la résistance intérieure, soit dans les forces françaises libres, ou soit dans l'armée de l'A, c'est-à-dire l'armée d'Afrique. Donc je dirais que ça penche nettement en balance aux côtés des Alliés sur une période échelonnée qui va de juillet 1940 à de juillet 1940 à mai 1945. Toutes celles et ceux qui étaient favorables à Pétain ont-ils collaboré ? Non, il faut faire un distinguo entre ce qu'on a appelé les maréchalistes, c'est-à-dire qu'il y avait une admiration pour le Pétain de Verdun de 14-18, et les vichistes, eux, qui étaient véritablement dans l'idéologie du régime de Vichy, c'est-à-dire collaborateurs, collaborationnistes, comme on disait, et également antisémites et favorables donc à une politique avec l'Allemagne. Et du coup, ce qui colle aussi à la peau des Français, c'est qu'il y aurait beaucoup de collabos et d'antisémites. Oui, alors ça, c'est faux, parce qu'il y a eu 75% de Juifs sauvés en France. C'est le 3e pays qui a sauvé le plus de Juifs. Il y a le cas également très intéressant de l'Italie, où il y a eu 85% des Juifs sauvés en Italie, parce que Mussolini a refusé de les livrer aux Allemands lorsqu'il a pris connaissance des crimes qui étaient commis dans l'Europe de l'Est, alors qu'il avait quand même fait voter des lois raciales en 1938, mais il s'est ravisé par la suite. Donc je dirais l'histoire est quand même assez complexe et compliquée, et ça mérite les nuances. Justement, on y vient. J'allais vous parler de Benito Mussolini en Italie. Vous dites qu'il a toujours été au nazisme, c'est ce qu'on entend, et que ce n'est pas forcément vrai. Vous venez de donner un exemple. Oui. Rappelez-nous son parcours. Il a eu un parcours, d'abord, il a été député socialiste, c'est ce qu'on oublie. C'était un homme d'extrême gauche. Il avait eu une maîtresse qui était Margherita Sarfatti, qui l'a formé intellectuellement, qui était une intellectuelle juive originaire de Venise. Il était totalement francophile. Il s'était engagé en 1915 dans le corps d'élite des Bersaglieri, aux côtés des Alliés, où il a été blessé au combat. Il parlait couramment le français. Il était
professeur de français. Il parlait, paraît-il, un français d'ailleurs sans accent. Et il avait été tout à fait favorable, je dirais, à une alliance durant l'entre-deux-guerres avec les Français, les Britanniques et même la Russie soviétique. On oublie que le premier pays qui a fait rentrer la Russie soviétique à la SDN, ça a été l'Italie de Mussolini, parce qu'il voulait, justement, il avait pris conscience très tôt du réarmement, du danger du pangermanisme et du réarmement allemand. Et il voulait surtout pas que l'Autriche soit annexée. Il voulait justement un État tampon entre l'Italie et l'Allemagne, qui était l'Autriche. Donc il a défendu jusqu'au bout l'indépendance de l'Autriche. Finalement, il s'était engagé dans une campagne en Éthiopie, une campagne coloniale, et il n'a pas supporté de voir la France et la Grande-Bretagne lui donner des leçons d'anticolonialisme, alors que c'était à l'époque les deux grandes puissances coloniales de l'époque. Donc il y avait un certain paradoxe à ce niveau, sans défendre bien entendu l'expédition qui a été menée en Éthiopie, qui a été extrêmement meurtrière. Alors juste une question, vous êtes historien, vous avez donc puisé dans des archives, dans les journaux d'époque et dans différentes littératures sur cette Seconde Guerre mondiale. Un mot peut-être sur ces vétérans, aujourd'hui 500 en Normandie. Que représentent pour vous ces hommes très âgés aujourd'hui, pour les historiens, une véritable source qui va finir par disparaître? Ça fait depuis 30 ans moi, que j'interviewe ces anciens combattants, donc j'en ai vu beaucoup mourir à côté de moi. J'avais notamment écrit un livre sur les souvenirs de la guerre 39-45, où il y avait une vingtaine de combattants qui étaient présentés dans cet ouvrage, et ils sont aujourd'hui pratiquement tous décédés. Il faut savoir qu'il ne reste plus que 3, je crois, compagnons de la Libération, donc véritablement c'est un devoir de mémoire de restituer leurs souvenirs, leurs récits, que j'ai fait également à travers d'autres ouvrages. Eh bien, on va peut-être en écouter alors deux d'entre eux, deux Britanniques. C'est un bel hommage aujourd'hui. Avec tout ce qui est organisé pour nous, c'est bouleversant. C'est un immense plaisir, vraiment. Juste troublé par les regrets quand je repense à tous ceux qui n'ont pas survécu. Juste un chiffre peut-être sans doute terrible. Combien de civils tués lors de cette bataille de Normandie? Alors les pertes civiles, il y a eu à peu près, sur l'ensemble du territoire, au moment de la libération, du fait des bombardements, il y a eu 60 000 civils tués et environ, je crois, 20 000 en Normandie. Donc ce sont des pertes très lourdes. La France a eu 300 000 tués au niveau résistant et militaire et 300 000 civils. Merci beaucoup Dominique Lormier d'avoir été notre invité en ce jour de commémoration donc, de ce débarquement de Normandie. Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, c'est aux éditions du Rocher. Merci à vous. Je vous remercie infiniment. Merci.